Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est l'heure de la totale. Tout de suite, le sommaire. Faut-il ou non manifester contre nos présidents à l'extérieur de nos frontières? La diaspora sénégalaise n'hésite pas à recourir à cette forme d'expression. L'éditorialiste Pape Samba Kane répondra à nos questions dans la rubrique Confraternellement. La tonalité économique de la totale, c'est Coin Éco. Ce soir, ITV s'intéresse à l'enjeu dans un marché libéralisé et soumis à la forte concurrence. Entretien entre Momodou Ndiaye et l'économiste Omar Ba. Ailleurs A, un petit tour en Gambie, 3 ans après la chute de Yaya Jammeh. Au Sénégal, le quartier de Guet Ndar à Saint-Louis est à l'honneur. Juste après et sans transition, l'ambassadeur de Palestine à Dakar est le diplomate du jour. Il donnera son sentiment sur les conséquences de la tension Washington-Téhéran sur le Proche-Orient. Bouillon, culture, reportage à la Villa Sphinx, les géants d'Ousmane Sow, 3 ans après la mort du non moins géant sculpteur sénégalais, admis à l'Académie des Beaux-Arts française. Et puis le coq chante et tout s'éveille, le portrait de ce soir, tout en cocorico, à regarder absolument. Bienvenue. Confraternellement donc, comment comprendre les manifestations contre les présidents sénégalais à l'étranger? ITV pose le débat. Ce soir, la semaine dernière, le président Macky Sall en a fait les frais à Londres en marge du sommet Royaume-Uni-Afrique, une mésaventure qu'avaient connue la plupart de ses prédécesseurs de la part de nos compatriotes établis à l'extérieur. Un politiste donne son avis sur la question. Récriminer son président de la République en terre étrangère est une stratégie qui paie, mais qui n'est pas sans conséquence sur l'image du pays. Mabdou Gueye Kassé signe ce dossier. D'avril 2018 à janvier 2020, de Johannesburg à Paris, en passant par New York et dernièrement Londres, en moins de 2 ans, le chef de l'État s'est fait huer et conspuer à l'étranger à 4 reprises par ses compatriotes qui lui reprochent à leurs yeux l'instrumentalisation de la justice, la régression de l'état de la démocratie et la cherté du coût de la vie. Ces faits traduisent un malaise profond. C'est du moins l'avis de l'expert consultant en communication. Si Macky Sall s'est fait huer à 4 reprises en 2 ans, cela traduit quand même un malaise de la part de ses compatriotes et au Sénégal, mais aussi à l'étranger. Parce qu'il faut savoir que tout ce qui se passe au Sénégal, toutes les manifestations, toutes les récriminations qui ont lieu au Sénégal sont dédoublées à l'étranger pour la bonne et simple raison que l'étranger, la diaspora devient une caisse de résonance. Et les gens n'hésitent pas à défier le président de la République dans l'enceinte d'une réunion, dans l'enceinte d'une rencontre, ne serait-ce qu'avec ses militants. Les Sénégalais qui ne sont pas contents et qui ne peuvent exprimer librement leur ras-le-bol dans le pays sans courir le risque de se faire envoyer derrière les barreaux se voient obligés d'exporter le combat à l'étranger. C'est la thèse défendue par cet analyste politique. Les Sénégalais qui sont là ont envie de manifester, ont envie de dire qu'ils ne sont pas contents, mais ils ont peur de le faire. Or, à l'étranger, vous ne pouvez pas emprisonner quelqu'un qui manifeste à l'étranger. Vous ne pouvez pas emprisonner quelqu'un qui dit son ras-le-bol à l'étranger. Et c'est pour ça que rien ne se passe. Si c'était une journaliste ou bien quelqu'un qui osait huer le président ici à Dakar, c'est sûr qu'il serait en prison. L'incident de Londres a impacté négativement l'image du Sénégal, indique Momar Thiam. Il fait observer que Mbayang Camara, la dame qui a défié le chef de l'État, a tiré profit de l'incident. C'est une portée désastreuse en ce sens que, effectivement, si vous regardez très bien, cette femme a commis cet acte-là, mais au-delà de l'acte qui est commis, on parle surtout d'elle. On parle surtout d'elle pour dire que finalement, elle a été bastonnée, elle a été bousculée par des membres ou des gros bas de l'APR. Et que donc, on déplace même la question de l'acte
qu'elle a commises vers sa personne, donc, quelque part, elle est plus ou moins martyrisée. Macky Sall n'est pas le seul président de la République du Sénégal à s'être fait huer et conspuer. Son prédécesseur l'a aussi été, mais dans une moindre mesure, car le peuple ne peut pas lui concéder ce qu'il a refusé à Abdoulaye Wade. Le président Abdoulaye Wade, on pouvait lui pardonner beaucoup de choses parce que il a vraiment réussi à enlever un régime qui était là depuis 40 ans. Et puis, c'est un homme d'un certain âge, vraiment, les gens toléraient plus ou moins ses erreurs. Mais quand on a enlevé le président Wade, les gens disaient que le président Macky Sall allait venir faire mieux. Abdou Diouf n'a pas été récriminé en public, du moins selon les experts, mais l'a été à travers la radio. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il avait qualifié la jeunesse thiessoise de malsaine. Abdou Diouf, on n'a pas d'exemple précis où il a été hué par des opposants ou des personnes de la société civile. Les cris de récrimination, les cris de cœur venaient plutôt des populations de tout âge, mais à travers la radio, où il avait qualifié la jeunesse sénégalaise de jeunesse malsaine. À l'étranger, je ne m'en souviens pas, mais en revanche, international, oui, et enfin, oui, avec des jeux de pierre, et c'est là qu'il avait lancé son fameux jeunesse malsaine. Hein? Donc vous voyez que lui non plus, il n'a pas accepté que les gens ne pensent pas comme lui. Ce n'est pas normal. Le dictateur voleur. La récurrence des récriminations contre le chef de l'État en terre étrangère est sans précédent. Une nouvelle forme de lutte qui, selon les experts, n'épargnerait plus aucun président de la République. Pape Samba Kane, bonsoir. Bonsoir Mamoudou. Quelle signification peut avoir cette manifestation hostile essuyée par le chef de l'État à Londres? Écoutez, il y a quelques années, quand on était en train de faire le Cafard Libéré et pour plus tard quelques journaux, on voyait en France des activistes comme ça venir entartrer, par exemple, jeter un gâteau à la figure des hommes publics, y compris des chefs d'État, de Londres à Paris, etc. Et à l'époque, nous rêvions, nous, qu'un jour notre démocratie en arrive à ce niveau où les gens puissent manifester leur mécontentement. Ah oui, c'est une forme d'expression. C'est dire qu'on peut considérer cela comme ça. Mais pourquoi ça ne se passe qu'à l'étranger? Certains des intervenants l'ont évoqué, mais je crois que le problème reste à être regardé sous quelques autres angles aussi. Tu sais, la diaspora se sent extrêmement concernée par ce qui se passe dans ce pays. Chaque fois qu'on parle de la diaspora, on met en avant son apport à l'économie nationale plus important que le PIB, que l'aide internationale, etc. Et ces gens-là vivent dans des pays, justement, où depuis 30 ans, ce type de manifestation est acclimaté. Donc, eux aussi, ils ne rêvent pas. Ils le vivent dans une situation donnée où ils sont dans le présent, et chez eux, dans ce même présent, ils considèrent cela impossible. C'est une façon de dire aussi que c'est le seul moyen d'expression qu'ils ont, puisque eux, ils sont à l'étranger, et que ce n'est pas tous les jours qu'ils voient le président de la République. On peut voir ça comme cela. Je veux dire, ils ont certainement des récriminations. Et désormais, je crois, avec tous les réseaux sociaux, l'amplification de cette manifestation n'aurait pas été la même s'il n'y avait pas ces réseaux sociaux, Internet qui est présent partout. Mais je disais tout à l'heure que c'était une sorte d'avancée, on peut considérer ça comme ça, démocratique, mais expatrié. C'est-à-dire, on n'a pas besoin d'être le Sénégal démocratique où se tiennent régulièrement des élections, parce qu'il faut regarder les réseaux sociaux. Congo, Sassou Nguesso et tous les autres chefs d'État un peu dictateurs qui sont au pouvoir depuis 40 ans, Biya, etc., leurs compatriotes dans le métro, dans les bus à Paris, récriminent contre eux. Ils ne les voient certainement pas. Ils ne les ont pas encore attaqués directement pendant qu'ils étaient là. Mais j'ai vu le fils de Sassou, qui est un peu leur Karim au temps de la splendeur des libéraux, être carrément raillé. Tourné en dérision par un musicien qu'il avait lui-même invité là-bas sur la mauvaise gouvernance de son pays. Alors, donc les étrangers sont dans une situation un peu aussi de sécurité. La dame qui a chahuté la réunion du président Macky Sall, quand on lui a posé des questions, parce qu'elle a été beaucoup interviewée, elle a dit, elle a répondu à une question où on lui disait, mais est-ce qu'ils vous ont frappé? Il dit non.
Ils ne l'ont pas fait parce qu'on est à Londres ici. Si vous frappez quelqu'un, vous savez où vous allez. C'est ça. Vous voyez, donc ils sont dans une situation assez particulière qui peut expliquer cela à côté des récriminations vraies ou fausses, réelles certainement aussi qu'ils ont. Et une chose que je voudrais ajouter, désormais, je crois qu'avec l'ampleur de cette chose et le profit qu'on peut en tirer, un de vos intervenants l'a dit, le successeur de Macky Sall aussi connaîtra de la part de ces mécontents, parce qu'on aura toujours des mécontents quand on dirigera un pays, de ce genre de manifestation. Justement, cette manifestation à Londres contre Macky Sall a-t-elle la même intensité que les précédentes contre ses prédécesseurs? Abdoulaye Wade, Abdou Diouf a connu le palais Bourbon, il faut quand même le préciser. Abdou Diouf, Abdoulaye Wade aux États-Unis aussi. Abdoulaye Wade aux États-Unis, c'est pas une ou deux fois, hein, etc. Est-ce que c'est la même signification, la même intensité? C'est la même signification, le même message de mécontentement de gens qui s'opposent à votre action parce qu'ils sont mécontents de vous. C'est la même, mais l'ampleur est différente du fait aujourd'hui la médiatisation de tout, du monde. C'est-à-dire, avant, on a eu Abdou Diouf, le Cafard libéré raille un peu, Sud en parle, le Témoin, quelques radios, et puis le lendemain, c'est oublié. Et puis, il se pourrait, imagine aujourd'hui qu'on fût dans cette période-là. Il n'y aurait eu que la RTS dans cette manifestation. La femme aurait hué, mais personne ne l'aurait su parce que la RTS n'aurait pas diffusé cette information. Aujourd'hui, personne ne peut, ce n'est pas forcément une bonne chose que n'importe qui puisse faire de l'information, être présent n'importe où, voir n'importe quelle scène et diffuser cela comme une information, parce que l'information c'est une bombe aussi. Tu es un professionnel, tu sais très bien que c'est à manier avec précaution. Or, ceux qui tombent aujourd'hui sur ce genre de manifestation auraient pu tomber sur quelque chose qui aurait pu peut-être choquer des gens ici et créer un choc. Donc ce n'est pas toujours forcément une bonne chose, mais c'est une réalité avec laquelle il faudra faire. Nos chefs d'État, nos dirigeants, nos penseurs, nos chercheurs devraient se pencher réellement sur ces nouveaux médias et essayer de nous en donner un usage, de nous en proposer un usage ou une gestion intelligente. Êtes-vous de ceux qui pensent qu'il faut se garder d'écorner l'image du Sénégal à l'extérieur, qu'on devait avoir un gentleman agreement entre les acteurs politiques pour éviter ces images? Bon, il y a aussi, que tout à l'heure j'y pensais dans ton introduction, qu'effectivement, en France, en Europe, effectivement les gens font ça, mais ils ne viennent pas le faire au Sénégal, ils ne vont pas le faire aux États-Unis contre le président français, sauf peut-être il y a des incidents un peu manifestations, mais je crois que ceux qui ont ce point de vue peuvent le défendre très bien. Hein. Je veux dire que c'est un pays quand même qui n'est pas le dernier en matière de gestion démocratique républicaine, et même si la bonne gouvernance est complètement chahutée parfois en certains secteurs, il faut quand même reconnaître que le Sénégal est sur des rails qui tiennent. Et donc, ce que vous dites, moi, je l'amène un peu plus loin. C'est-à-dire cette sorte de foire médiatique dans laquelle tout le monde, avant il fallait être alphabétisé au moins pour agir et se faire écouter, donner son influence. Aujourd'hui, il suffit d'avoir un téléphone, de parler n'importe quel français ou n'importe quel wolof d'ailleurs, ou poulard, de pouvoir communiquer, dire son avis, etc. C'est une sorte de foire, comme je l'ai appelé, qu'il nous faut aborder avec un peu plus de mesure. Un peu plus de mesure. Et de ce point de vue, il faut écouter tous les points de vue. Il est vrai aussi que l'image du Sénégal à l'étranger ne peut pas être écornée par cela. Parce qu'au contraire, si on regarde mon rêve dans ma première intervention, à l'étranger, on va dire aussi que c'est un pays démocratique où les citoyens n'ont pas peur de venir manifester devant le chef suprême des armées, de la magistrature, tout ce que l'on veut, leur mécontentement. Ça peut aussi donner une belle image d'un Sénégal démocratique, et je crois que ceux qui sont au pouvoir devraient pouvoir exploiter cet incident que sous cet angle-là, et non pas récriminer, réprimer, etc. Ça n'a aucun sens. Votre rêve s'est réalisé. D'un certain point de vue, la démocratie, d'un certain point de vue, mais il faut, je veux dire, il faut garder la mesure, parce que cette foire, comme je le disais tout à l'heure, est en train de toucher à ce que l'on appellerait le cœur de l'État. Je ne parle plus de politique, même pas de gouvernement. Vous voyez, aujourd'hui, l'IGE, la Cour des comptes, la Cour suprême, le Conseil constitutionnel, mais même ceux que je viens de citer ne sont que la vitrine de ce que j'appelle le cœur de l'État. Derrière ces gens-là, il y a une machine qui fonctionne. Et si cette machine, cette vitrine qui craquelle déjà,
parce qu'on nomme n'importe qui au secrétaire général de la présidence, c'est un homme politique, il est dans des controverses aujourd'hui, demain il a les dossiers les plus sensibles des fonctionnaires, des gens, etc. C'est très compliqué. Et ça, c'est arrivé depuis 2000 et ça risque de toucher au cœur de l'État. Heureusement, ça n'y est pas encore tout à fait arrivé, mais si cette vitrine-là, les institutions que je viens de citer, craquent, ben écoute, on va toucher au cœur du cœur de l'État et ça, c'est bien pour aucun pays au monde. Merci Pape Samba Kane d'être venu sur le plateau de la Totale. C'est moi et bonne soirée chez vous. De m'avoir invité. Merci. Concurrence et régulation, deux notions inséparables. Coin Éco en sait davantage pour vous. Si vous jugez une concurrence déloyale, le régulateur est là pour y remédier. Le but du jeu est de réguler le marché en s'appuyant sur 3 paramètres, objectivité, équité et transparence. Cependant, les régulateurs font parfois face à des difficultés de plusieurs ordres. Parmi les secteurs d'intervention, les télécommunications qui demeurent le secteur le plus complexe, l'épisode où le feuilleton, c'est selon Free Orange, est l'exemple le plus récent et le plus patent. Explication Abdourahmane Li. Les moyens dans le sens de gagner le dit marché, ce qui va ainsi offrir une plus large gamme de choix aux clients. Cependant, il arrive que certains transgressent quelques règles de la concurrence en s'essayant dans le dumping ou le dénigrement par exemple, qui consiste à discréditer en public les produits, l'activité ou les représentations de l'entreprise concurrente, entre autres. Et c'est à cet instant que le régulateur intervient pour mettre un terme à ces agissements, encore appelés concurrence déloyale, qui est une infraction qui relève du droit civil. Ce dernier a en sa possession un outil chevillé autour des principes d'objectivité, d'équité et de transparence qui doivent garantir l'équidistance entre acteurs. Ces contrôleurs interviennent dans plusieurs secteurs d'activité, audiovisuel, télécom, transport, entre autres. Au niveau local, c'est devenu un outil très difficile à manier, pour ne pas dire sensible. Les autorités sénégalaises de la régulation sont confrontées à diverses problématiques. Parmi celles-ci, il y a le problème lié au budget. Beaucoup d'entreprises de régulation ont vu leur pouvoir diminuer, ce qui est en déphasage avec les principes de la régulation. Mais le secteur qui inquiète plus d'un, c'est bien le secteur de la télécommunication. Le duel Orange-Free est illustratif. La guerre des prix. Rembobinons un peu. Xavier Niel et ses associés rachètent Tigo, qui devient Free. Depuis le lancement de cette marque, les slogans fusent de partout. Limoy Free ou Limoy Cool, pour ne citer que cela. Une campagne publicitaire agressive qui finit par réveiller les opérateurs Orange et Expresso qui réagissent. Le nouvel opérateur Free a ouvert les hostilités. La guerre des prix dans un contexte de remise généralisée commence. L'opérateur Free va jusqu'à proposer la gratuité de WhatsApp, une offre qui va faire long feu suite à l'intervention de l'autorité de régulation des télécoms, suite à la plainte déposée des 2 autres opérateurs concurrents. Pour l'ARTP, cette offre ne respecte pas l'article 25 du Code des communications électroniques, qui stipule, je cite, « Les fournisseurs d'accès à Internet traitent tout trafic de façon égale et sans discrimination, restriction ou interférence, quel que soit l'expéditeur et ou le destinataire, les contenus consultés et ou diffusés, les applications et ou les services utilisés ou fournis ou les équipements terminaux utilisés. » Fin de citation. Ce qui est sûr est que les populations ont profité et continuent de profiter de cette concurrence. Pendant ce temps, l'autorité de régulation veille au grain malgré ses maigres moyens. Et l'économiste Omar Ba est l'invité de Coin Éco. Mamadou Ndiaye assure l'entretien. Bonsoir tous les deux. Bonsoir Mamadou. Bonsoir. Alors nous avons en face de nous un universitaire émérite, professeur Demba Ba. Vous avez suivi avec nous l'élément. Absolument. La concurrence, l'équité et aussi les règles justement de concurrence commencent maintenant à fleurir dans nos pays. Absolument. Mais sans doute il y a une histoire à tout cela. Est-ce que vous pouvez nous faire une chronologie un peu de la naissance et de l'arrivée peut-être même de la concurrence et le fait qu'elle se soit établie maintenant dans nos mœurs?
Oui, ce qu'il faut retenir, c'est que dans l'activité économique au niveau mondial, et ce qui a amené également nos pays depuis les indépendances à intégrer l'activité économique internationale, nous avons ce qu'on appelle l'économie de marché, c'est-à-dire donc l'économie libre d'échange entre opérateurs, c'est-à-dire donc les opérateurs, nous entendons les acheteurs et les vendeurs, etc. Donc, c'est quelque chose qui est ancien et qui a, pendant une période donnée après la Seconde Guerre mondiale, qui a été en confrontation avec le système dirigiste, qui était le système communiste, qui par la suite donc, a rejoint en fait l'économie libérale et l'économie de marché. Ce qui fait qu'actuellement, à travers le monde, toute l'activité économique tourne autour de l'économie de marché. Et lorsque nous parlons d'économie de marché, c'est l'économie de la libre entreprise, c'est-à-dire de la libre activité. Donc, nous avons la confrontation des opérateurs. Chacun peut entreprendre dans les normes fixées maintenant par les règles et les lois édictées dans un pays ou dans un groupe de pays comme l'UEMOA ou bien la CEDEAO. On ne va jamais arriver le danger, jusqu'au moment où justement le danger se présente à nous. Sans doute, on dit que la régulation permet effectivement d'anticiper donc sur des difficultés de cette nature. Mais est-ce que les acteurs sont censés ignorer les règles justement de la concurrence? Absolument. En fait, ils sont censés connaître, si vous voulez, les règles de la concurrence. Parce que tout entrepreneur, tout opérateur, tout investisseur qui s'active dans une activité donc, doit connaître donc, les conditions dans lesquelles cette activité doit être menée dans un pays ou dans un groupe de pays. Maintenant, comme nous le savons, l'entreprise a tendance à vouloir se positionner pour gagner beaucoup plus. Surtout, en économie de marché, on a la concurrence, c'est-à-dire donc tout un chacun peut entreprendre. Mais étant entendu que si nous avons plusieurs acteurs qui entreprennent dans le même secteur, évidemment, nous avons la concurrence. Il y a des avantages, évidemment, pour les consommateurs. C'est-à-dire, donc, on a donné tout à l'heure l'exemple, si vous voulez, de ces deux opérateurs de télécommunications, où les prix, on a senti, si vous voulez, donc les services et des prix qui ont baissé, qui ont permis, si vous voulez, à certains consommateurs d'y trouver, si vous voulez, donc un bien pour la concurrence. Mais il est vrai que ce qu'il faut éviter en matière de concurrence, et c'est ça le rôle des structures de régulation, c'est d'éviter donc l'instauration, si vous voulez, d'une position dominatrice jusqu'à être donc monopolistique. Est-ce que vous voyez? Et donc ça, c'est important qu'il y ait donc ces organes de, si vous voulez, de régulation. Maintenant, en évitant les ententes, par exemple. Voilà, les ententes, ça veut dire que 2 ou 3 groupes décident de se fixer donc, le partage du marché à partir du prix, à partir donc, des services offerts. Mais ce qu'il faut dire, c'est que ces entreprises qui interviennent, il faudrait quand même que les structures de régulation puissent organiser régulièrement des séminaires, des conférences pour pouvoir donc leur expliquer en fait les contraintes qui sont liées à leur activité ainsi que les différentes règles et les obstacles qui sont mis à leur disposition pour éviter justement ces ententes et éviter éventuellement les positions monopolistiques. En vérité, si on comprend votre raisonnement, une régulation c'est une économie de convention. Il faut que tout le monde adhère et accepte. Voilà. Mais maintenant l'arbitrage. Il est souvent opéré justement par une puissance neutre, mais qui a des ramifications avec la puissance publique. Oui, lorsqu'il y a des activités concurrentielles, évidemment, l'organe de régulation doit veiller à ce qu'il n'y ait pas de débordement par rapport au profit d'un des opérateurs par rapport à un des opérateurs économiques par rapport à un autre. Maintenant, si un conflit naît par rapport à cette situation concurrentielle, et il est important pour le bien des consommateurs, puisque la destination justement de ces activités économiques, c'est répondre aux besoins de satisfaction des consommateurs. Et donc, il est important de pouvoir donc, faire l'arbitrage pour le bien, si vous voulez, donc, des lois et règlements fixés dans l'objectif de la satisfaction des besoins des consommateurs. Est-ce que le régulateur a pour seul principe de fonctionnement la répression? Ou bien est-il aussi dans une posture d'expliquer même aux acteurs, disons, les règles justement? Absolument. Oui, un régulateur, en fait, c'est pas, si vous voulez, bon, le régulateur fera la police le moment venu, mais son objectif premier, c'est de mettre dans de bonnes conditions les activités économiques pour le bien donc, des destinataires, c'est-à-dire les consommateurs. Et donc, une fois que ces règles sont édictées,
Des lois sont votées, donc des articles sont établis. Maintenant, ce régulateur doit veiller à, de temps en temps à l'application, mais également de temps en temps à rappeler justement les conditions dans lesquelles ces différentes structures économiques donc, doivent évoluer. Alors, Mahmoud, avec votre permission, il y a le professeur Sakho, qui est également un économiste, un juriste éminent, mais qui a beaucoup réfléchi justement sur ces questions de régulation. Nous l'avons épinglé récemment, au cours d'une rencontre qu'il avait organisée dans un réceptif de Dakar. C'est vraiment une nouvelle forme d'action de l'État qu'on a appelée régulation, qui est différente de réglementation. Réglementation, c'est la création de la loi. Mais réguler, ça veut dire essayer de maintenir des équilibres dans des systèmes complexes. Or, ce que l'on constate, c'est que de plus en plus, dans beaucoup de secteurs qui étaient à l'origine pris en charge totalement par l'État, notamment ce qu'on appelait les secteurs à service public, eau, électricité, téléphone, enseignement, information, tout ça c'était l'État qui l'avait, et c'était même quasiment gratuit, personne ne payait rien du tout. Depuis quelques années, les années 80, on s'est rendu compte que les États n'en pouvaient plus. Les États étaient fatigués du point de vue financier. Donc il fallait essayer de gérer ces secteurs pour permettre aux citoyens d'y accéder, toujours, comme par exemple le secteur de la téléphonie ou de l'eau et de l'électricité, mais en leur demandant quand même de participer un tout petit peu. Et c'est ce qu'on appelait le processus de libéralisation et le processus de commercialisation de ces services publics-là. Alors quand c'est comme ça, l'État continue à garder ces acteurs là-dedans. Pendant très longtemps, la Sonatel, par exemple, était une entreprise publique pure. Aujourd'hui, la Sénélec est une entreprise publique pure. Ceux qui vendent de l'eau, c'est vrai que c'est le secteur privé, SDE, qui a été changé il n'y a pas très longtemps, mais l'État y est encore. Alors l'État ne peut pas être acteur économique et en même temps, on lui demande d'arbitrer quand il y a des conflits. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles le concept de régulation a été créé. Et la régulation, c'est de dire à l'État, nous vous demandons, vous, de continuer à garder votre neutralité, mais on va créer une structure. Dans cette structure, on va mettre toutes les parties prenantes, tous les acteurs, et c'est cette structure-là qui va être en charge de se battre pour l'équilibre, de régler les problèmes. C'est en fait cela qu'on appelle régulation. Alors ça a été créé, j'allais dire, vers la fin des années 70, particulièrement en Grande-Bretagne, ensuite dans les systèmes anglo-saxons. Ça a pénétré au début des années 80 dans les pays comme la France, européens, et c'est venu en Afrique, j'allais dire, vers la fin des années 80. La libéralisation, par exemple, au Sénégal, la loi date de 94. Et c'est pendant cette période qu'on a essayé de mettre en place tout ce qu'on appelle régulation. Et c'est d'ailleurs pourquoi, tout à l'heure, le représentant du régulateur de l'électricité a dit que eux, ce sont les ancêtres, ils sont les premiers. La loi de libéralisation du secteur de l'électricité date de 98. Et déjà là-dedans, on avait mis en place la commission de régulation du secteur de l'électricité. Mais la manière dont on l'avait mis en place, ce n'était pas un vrai régulateur. Il s'occupait juste d'ajuster un peu les prix. Je peux dire que le premier régulateur, c'est peut-être l'autorité de régulation des télécoms et des postes. Et ensuite, aujourd'hui, on a des régulateurs dans beaucoup de secteurs, dont notamment l'autorité de régulation des marchés publics, qui est très célèbre et qui est très connue. Donc c'est un peu cela, l'esprit de régulation. Voilà, professeur, vous avez suivi votre collègue Sakho. Absolument. Il a fait un round-up justement des questions de régulation. Mais qu'est-ce qui peut arriver quand il y a trop de régulateurs? Oui, c'est-à-dire qu'en général, chaque secteur d'activité a son régulateur. Le régulateur, comme il l'a expliqué tout à l'heure, ça veut dire qu'il y avait des structures d'activité où l'État était prépondérant. Et avec donc cette libéralisation surtout insistance en fait du Fonds monétaire international, donc l'État se désengage un peu de certaines activités puisque la vocation de l'État n'est pas de gérer, mais c'est de coordonner. Et donc, évidemment, ces structures qui concernent beaucoup plus les populations, qui sont les utilisateurs, les usagers, évidemment, il faudrait que l'État veille à ce qu'il n'y ait pas, si vous voulez, une incidence négative pour ces populations dans le cadre d'une guerre concurrentielle entre les nouveaux venus, c'est-à-dire donc certains secteurs privés. On a donné l'exemple un peu des télécommunications, mais c'est valable également dans le cadre des transports. Ce sera valable plus tard, dans les années à venir sûrement, au niveau de l'électricité, puisque plus tard, l'électricité sera libéralisée. Et il y aura probablement plusieurs opérateurs, c'est évident. Mais aussi le pétrole et le gaz. On aura besoin d'une autorité de régulation. Oui, il y a des structures déjà qui existent en ce qui concerne le pétrole et le gaz. Mais sauf que les enjeux ne seront plus les mêmes. Ne seront plus les mêmes, puisque nous passerons maintenant à l'étape de l'exploitation. Et là, en ce moment, nous verrons, par rapport aux enjeux qui vont se poser, il y aura donc
effectivement, l'État mettra en place des structures de suivi. Déjà, on voit de plus en plus le président de la République, dans ses différentes réunions, parler un peu du suivi et d'une meilleure coordination des activités pétrolières qui seront là, pétrolières et gazières dans les années à venir. Alors, professeur, dans l'hypothèse où il y a connivence entre les acteurs, dont certains sont prépondérants, et peut-être certains membres justement des instances de régulation, qu'est-ce qui peut advenir dans Cette connivence ne doit pas exister. Parce que quand on est dans une structure de régulation, en fait, on est neutre donc, dans l'arbitrage qu'on doit faire, c'est-à-dire donc dans le choix et dans la gestion justement des relations entre deux structures concurrentielles. Donc, évidemment, cela ne doit pas exister. Maintenant, s'il y a donc une certaine connivence, donc il faut veiller à faire disparaître cette connivence. Alors, il a souligné aussi, professeur Sakho, justement les logiques contradictoires entre les différents acteurs. Oui. Ça aussi, je pense que c'est un élément qui pourrait grossir avec justement l'arrivée de nouveaux acteurs également, beaucoup plus puissants au plan financier. Oui, la concurrence, elle est utile dans l'activité économique, puisqu'elle crée, si vous voulez, des évolutions, et puis elle crée évidemment, donc, si vous voulez, donc, un développement, une croissance. Maintenant, cette régulation, c'est veiller à ce que chacun des opérateurs, aucun des opérateurs ne puisse être perdant dans ces différentes transactions concurrentielles. Donc c'est ça le rôle du régulateur, donc de veiller au bon respect des règles qui ont été édictées. Ok, la dernière question. Le régulateur s'oppose-t-il à la destruction des valeurs des produits mis sur le marché? Le régulateur, en fait, son rôle, c'est de veiller au bon fonctionnement des activités. Maintenant, si on trouve que ces activités donnent lieu à des produits finaux qui sont de mauvaise qualité, donc le régulateur doit alerter. Maintenant, il doit y avoir une autre structure qui s'occupe donc de l'arrêt de ces productions. Merci professeur, merci Mamadou. C'est moi. Et à dimanche prochain. C'est moi qui vous remercie. La suite. Cette information de dernière minute avant de prendre au téléphone le diplomate du jour, c'est une triste nouvelle. Kobe Bryant des Los Angeles Lakers, basketteur américain, est décédé aujourd'hui dans un accident d'hélicoptère. Il était à la retraite depuis 2016. Après 20 ans de carrière, un génie du basket est donc parti ce soir des suites d'un accident d'hélicoptère. Le diplomate du jour, il est en ligne, il est à Dakar, c'est l'ambassadeur de Palestine. Excellence, bonsoir, Safouat Ibrahita. Bonsoir mon ami, bonsoir à tous ceux qui suivent cette émission. Merci beaucoup. Je suis à votre disposition. Merci. Alors, le sujet, c'est cette tension que nous avons vécue entre Washington et Téhéran avec l'assassinat du général iranien Soleimani. Est-ce que cela a eu des conséquences dans la région du Proche-Orient et même du Moyen-Orient, on peut le dire ainsi, et ces conséquences sont de quelle nature? La réponse est bien sûr affirmative, c'est oui, mais avant de comprendre l'impact de cet acte d'assassinat, il faut rappeler donc le public que les relations et la tension entre l'Iran et les États-Unis d'Amérique ne datent pas de cet acte particulièrement, mais ça remonte un peu plus loin dans l'histoire. Il faudra aussi peut-être citer l'histoire de cette invasion américaine, la guerre d'occupation qui était menée contre le régime de Saddam Hussein en 2003 et qui a fini par la chute du régime et le remplacement par un autre régime. J'aimerais là dire qu'il y avait une sorte de complicité indirecte entre l'Iran et cette occupation américaine de l'Irak. Puis une forme de coordination claire qui a pris la forme des réunions, des unités de coordination qui se réunissent une fois par semaine dans la zone verte à Bagdad.
C'est jusqu'en 2015, l'ancien président Obama avait validé un accord qui était conclu entre les 5 membres du Conseil de sécurité plus l'Allemagne et l'Iran sur, bien sûr, le nucléaire iranien en question. Donc, conclu en 2015, avec l'arrivée de M. Trump, il s'est complètement désengagé totalement de la politique de ses prédécesseurs, c'est-à-dire il a remplacé la complicité, la coordination, la politique de la carotte avec une politique plutôt agressive, plutôt désengagée, en désengageant donc les USA de tout accord, comme le retrait, particulièrement le retrait de l'accord sur le nucléaire iranien, je crois c'était en 2019, mai 2019, quelque chose comme ça, et suivi des lourdes sanctions imposées sur le régime iranien. Cette situation a engendré évidemment un désengagement iranien progressif, qui a aussi vu quelques tensions militaires sur des épisodes lointains, séparément, comme l'incident de drone le drone américain qui a voulu violer un peu l'espace aérien iranien, puis abattu par la garde révolutionnaire iranienne. Ça, je crois aussi, c'est vers juin dernier. Et les différentes attaques en Arabie Saoudite, la guerre en Iran, il ne faut pas oublier ça aussi, où l'Iran soutient les Houthis, les rebelles Houthis contre le régime soutenu par les Américains et l'Arabie Saoudite et le régime de certains pays. Au Yémen, bien sûr. Alors, mais concrètement, Excellence, quelles sont les conséquences dont vous parliez tout à l'heure, par exemple, sur les relations entre Israël et les pays arabes, notamment la Palestine, votre pays? Il faut savoir que Israël occupe le centre d'intérêt de la politique extérieure américaine. Il ne faut pas minimiser la force de lobby pro-israélien qui s'active au sein du Congrès américain et qui s'est allié avec toutes les forces économiques américaines sur place. C'est pour ça la défense d'Israël était toujours un pilier de cette politique extérieure américaine. Maintenant, avec l'arrivée de M. Trump, il a fait quelque chose de nouveau, quelque chose qu'on n'a jamais pris en termes de mesures, comme il a commencé par depuis son investiture à la Maison Blanche, il a par exemple déclaré Jérusalem d'une façon unilatérale et illégale, illégitime, contre toutes les lois internationales, contre même la politique américaine traditionnelle, donc l'a reconnu en tant que capitale d'Israël, de l'État d'Israël. Ouais. Et pourtant, c'est une terre et c'est une ville reconnue mondialement comme ville palestinienne occupée. Il a par la suite transféré l'ambassade américaine un an plus tard, donc ça c'était en décembre 2017, un an plus tard, en mai 2018, il a effectivement transféré l'ambassade américaine vers Jérusalem, de Tel Aviv à Jérusalem. Il a également signé plusieurs décrets légitimant l'annexion du Golan, le plateau du Golan syrien, occupé depuis 1967. Il a aussi arrêté toute aide américaine près d'1 milliard de dollars américains destinés au peuple palestinien, destinés non seulement en termes budgétaires, mais aussi en termes d'aide à l'UNRWA, l'agence qui s'occupe des réfugiés palestiniens, aux hôpitaux de Jérusalem, etc., etc. Donc des sanctions indirectes pour faire plier les leaders palestiniens à accepter un deal garantissant évidemment les intérêts israéliens et le maintien de l'occupation israélienne sur la terre palestinienne. Et quelle est la réponse de la Palestine, des Palestiniens? Quelle est votre réponse, vous? Écoutez, j'aimerais peut-être aussi, avant de dire
Quelle est la réponse? J'aimerais vous dire que aujourd'hui, on a suivi avec beaucoup d'inquiétude la déclaration des responsables américains comme quoi, dès mardi prochain, les Netanyahou et son rival également, Gennetz, vous savez, il y a des élections prévues en mars Israël, oui. prochain, c'est le 3e en 6 mois dans l'histoire d'Israël, donc c'est quelque chose d'important. Il voudrait, M. Trump, les inviter et discuter avec eux pour l'exécution d'un plan qui s'appelle le deal de siècle. Le deal, c'est comme une affaire qui va proposer aux Israéliens à mettre en œuvre très prochainement. Donc nous, on a Est-ce qu'on peut avoir une idée de ce deal, du deal dont vous parlez, du deal du siècle? C'est un deal que nous avons lu à travers les différents actes américains ces derniers temps, mais apparemment il y a aussi une fuite d'informations très avérée que les Américains souhaitent faire établir un État palestinien, mais sur mesure, c'est-à-dire il faut que les Palestiniens d'abord reconnaissent Israël en tant qu'État purement pour les Juifs, État juif et pour les Juifs, ce qui va mettre en péril les non-juifs citoyens d'Israël d'aujourd'hui, autour de millions. Et vous y opposez, pour terminer cet entretien, est-ce que vous vous opposez à la création de cet État palestinien taillé sur mesure, comme vous le dites, et vous vous opposez également à ce qu'Israël soit érigé en État purement juif? Quelle est votre réponse? Les Palestiniens ne réclament que l'application du droit international qui permet aux Palestiniens de récupérer leur terrain occupé par Israël depuis 1967, y compris Jérusalem, comme pour capitale, c'est-à-dire l'établissement d'un État souverain sur le territoire de la Cisjordanie, de Jérusalem-Est et de la bande de Gaza d'une façon contenue, géographiquement et démographiquement contenue et connectée. Maintenant, ce qu'il propose M. Trump, c'est que les Palestiniens, pour avoir leur État, il faut qu'ils reconnaissent l'État d'Israël en tant qu'État juif, il faut qu'ils reconnaissent Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël. Et vous dites quoi en tant que Palestinien? Mais c'est absurde. C'est absurde. Est-ce qu'il faut craindre encore aujourd'hui une nouvelle escalade là-bas, dans cette région? Malheureusement, les escalades et les tensions ne seront pas arrêtées depuis que M. Trump est arrivé en tête de la Maison-Blanche. Parce qu'il ne cesse que de provoquer des situations insupportables. Merci. Le dernier en cours, c'est l'annexion, le feu vert d'annexer la vallée du Jourdain, qui représente à peu près 60% de l'économie et de la terre palestinienne occupée de 1967. Merci, notre diplomate du jour. Il impose encore d'autres conditions. Oui, très bien. Merci, notre diplomate du jour, l'ambassadeur de Palestine au Sénégal, Safwat Ibrahit, était en direct au téléphone dans cette totale. Ailleurs A, traversé par le bac de Farafenni ou par le pont Sénégambie, nous voilà donc à Banjul. Notre ailleurs A aujourd'hui, un pays frontalier du Sénégal qui sort d'une longue et dure tyrannie. Le résultat de la dernière présidentielle a eu raison de Yaya Jammeh et de son régime. La Gambie, 3 ans après, beaucoup d'eau sans jeu de mots a coulé sous les ponts, au propre comme au figuré. C'est un reportage à Banjul d'Amadou Bari. 3 ans juste après le départ du pouvoir de Yaya Jammeh, le traumatisme reste vivace chez les victimes d'abus de droits humains commis sous son régime. Celles-ci disent en avoir assez des moqueries de l'ex-parti au pouvoir, comme cette veuve qui a fondu en larmes à la seule évocation d'un éventuel retour de l'ex-dictateur.
Les victimes regroupées en association ne contestent pas la légalité d'octroyer une autorisation de marche au parti de l'ancien autocrate, mais la trouvent moralement inacceptable dans un contexte qualifié d'inopportun. It's a mockery to the whole process of the TRRC. Les témoignages accablants se sont succédés devant la commission de réconciliation. Il n'y a pas que les victimes qui ont avoué des crimes. Les bourreaux sont passés également aux aveux. C'est le cas de Djongolos, les fameux escadrons de la mort de l'ancien président, les anciens camarades de poursuite de Diamé, etc. C'est malheureux de constater que cette formation soit toujours dans une logique de déni face à l'indéfendable. Au lieu de compatir aux douleurs des autres, ces militants menacent et se gossent des victimes. And a big sabotage to the TRRC. Comme réplique à ce qu'il qualifie de déni et de provocation des partisans de Diamé, les victimes passent à la vitesse supérieure pour réclamer la suspension des activités de la formation de l'ancien président. Nous, les victimes, recommandons l'interdiction ou la suspension des activités de la PRC pour permettre à la commission de réconciliation de terminer convenablement son mandat. C'est dans l'intérêt du pays pour nous permettre de nous réconcilier en tant que peuple et nation. En revanche, les victimes ont salué la sortie du ministre gambien de la Justice qui a averti que si Diamé s'aventurait à rentrer, il serait immédiatement poursuivi. He will face immediate arrest and charges of the most serious kind. Pour le président de l'association des victimes d'abus des droits humains en Gambie, c'est la confiance qui est restaurée chez les membres de son association. The Victim Center highly welcome. L'association nationale des victimes du régime Diamé salue la sortie du ministre de la Justice. Nous trouvons cette déclaration à la hauteur des attentes, rassurante et sincère. Le ministre a restauré l'espoir et la confiance. Diamé et tous ses Sherpas doivent être traduits devant la justice. Human rights violations and abuses will be brought to justice. 3 ans après la chute suivie de son départ en exil, la Gambie est-elle réellement prête à organiser un procès contre l'ancien dirigeant? Les victimes sont réalistes et estiment que des tribunaux internationaux peuvent lui offrir un procès équitable. Les victimes promettent une démonstration de force ce week-end dans une contre-manifestation pour intensifier la pression sur le gouvernement gambien. Please. Calm her down. Omi. Après Banjul, une autre destination entourée d'eau, le quartier Guet Ndar de Saint-Louis. C'est l'un des plus vieux quartiers de la ville de l'élégance et du bon goût, comme on dit là-bas. Parmi ses traits caractéristiques, la région ou la religion qui occupe une place de choix dans le quotidien des habitants. Mais Guet Ndar, c'est aussi sa forte concentration humaine. Momar Alisnian et Aletiam, nos deux guides. Nous sommes à Guet Ndar, l'un des plus vieux quartiers de Saint-Louis, qui existait bien avant l'arrivée des colons dans la capitale du Nord. Son histoire reste liée à celle des éleveurs qui ont été les premiers à s'y installer pour fuir la traite des esclaves et le vol des bétails, car sa situation géographique entre le fleuve et la mer offrait plus de sécurité. La tradition raconte que les premiers occupants de Guet Ndar étaient des pêcheurs venus du village de Hadj, situé au nord de Saint-Louis. À leur arrivée, ils avaient trouvé sur place une femme éleveuse qui s'était réfugiée ici. Au fil des années, la proximité avec le fleuve et la mer aidant, ces populations s'investiront dans la pêche. Et de Saint-Louis sont partis les grands pêcheurs qui de Saint-Louis sont partis pour apprendre tout le long de la côte, pour apprendre aux autres Sénégalais, voire aux autres Africains, apprendre à pêcher. Parce que des Guet-Ndariens sont partis d'ici même pour aller jusqu'au Bénin, apprendre aux Béninois à pêcher. Connu pour son ancrage dans l'islam, Guet Ndar jouit également d'une renommée culturelle avec ses régates. Quand Houphouët-Boigny est venu ici, à l'occasion des régates de Saint-Louis, mais quand on est arrivé jusqu'à la course de naufrage, Houphouët-Boigny a vu les pirogues se renverser. Il a sursauté de son fleuve, de son fauteuil. Il s'est levé. Il a dit, mais Senghor, il y a un accident grave vient d'arriver.
Senghor lui a dit, non, Houphouët, assieds-toi. Assieds-toi et regarde-les. Assieds-toi et regarde-les faire. Houphouët a dit, mais non, c'est un accident. Les gens sont dans la mer, il faut les sauver. Houphouët, regarde-les, c'est des pêcheurs. Ça, ce sont nos pêcheurs, regarde-les faire. Houphouët s'est assis, il a regardé. Les Gandariens ont retourné la pirogue. Ils ont enlevé l'eau, ils sont repartis dans la pirogue, ils ont continué la course. L'un des principaux problèmes de Guet Ndar demeure sa surpopulation. Inimaginable. Aujourd'hui, nous sommes persuadés que la plus forte densité au monde, vous la trouvez à Guet Ndar. Parce que c'est des générations qui n'ont jamais voulu quitter Guet Ndar pour même monter le pont. Nous nous marions entre nous. Nos enfants se marient entre eux, nos petits-enfants se marient entre eux. On ne sort pas de ce quartier. Avec les découvertes du gaz au large de Saint-Louis, les Guet-Ndariens ne cachent point leur inquiétude. La zone de pêche sera maintenant occupée presque entièrement par la plateforme gazière. Mais cela veut dire que nous n'aurons plus d'espace pour pêcher. Cela en réalité devrait induire une compensation. Pour l'heure, ces braves populations de pêcheurs continuent de braver le froid glacial de l'océan à la recherche du pain quotidien. C'était l'histoire de Guet Ndar. Là maintenant, l'histoire d'un géant dans votre bouillon culture. Géant à l'image de ses œuvres, ou plutôt ses œuvres à son image. Seul Ousmane Sow répond ou correspond à ce portrait. Premier noir à adhérer à l'Académie des Beaux-Arts en France, le célèbre sculpteur sénégalais mort en décembre 2016 reste l'une des plus grandes figures de l'art contemporain africain. Ces sculptures géantes sont d'un réalisme saisissant et l'ont révélé au monde. Aujourd'hui, les collectionneurs se l'arrachent comme des petits pains, mais la bonne nouvelle est que les géants ont été rapatriés avant son décès dans sa maison, la Villa Sphinx, une résidence elle-même vraie œuvre d'art qui abrite une collection inédite que la fille de l'artiste Ndeye Marina Sow conserve jalousement. Moustapha Gabar Diop et Mafalfal, un reportage chez un géant. Villa Sphinx, une résidence aux couleurs chaudes au virage. C'est ici qu'entre 1999 et 2016, à sa mort, qu'Ousmane Sow a vécu et créé bon nombre de ses sculptures. Ouvert au public depuis mai 2018, sa maison est aujourd'hui un musée renfermant un trésor inestimable. Ici sont exposés les souvenirs, les photos et les œuvres du sculpteur, souvent appelé le Rodin africain. C'est la maison qu'il a pensée, conçue, imaginée, construite de ses propres mains. C'est une maison dans laquelle il a habité jusqu'au moment de son départ. Et les carreaux du sol et les pièces sont revêtus de la matière qui revêt également les sculptures. Dans cette maison, vous avez une trentaine ou une quarantaine de pièces qui sont toutes issues des séries africaines. Des Nuba, des Maasai ou encore des Peuls, comme figés en mouvement, nous plongent dans l'univers du sculpteur. Capturés dans des moments de vie, ces personnages géants, faits de la matière secrète d'Ousmane Sow, ont l'air d'être fraîchement sortis de terre. Un réalisme qui a fait le succès de l'artiste, dont la carrière n'a commencé qu'en 1987 après sa vie professionnelle de kinésithérapeute. Il est âgé de 50 ans lorsqu'il décide de se consacrer exclusivement à son art. Nous, on l'a connu lors de sa première vie, la sculpture étant juste un hobby. Ça s'est fait un peu sur un malentendu, cette histoire, parce que c'est un ami à lui qui en 87, de mémoire, lui a suggéré, lui a dit mais écoute, laisse-moi juste organiser juste une exposition pour monter ton travail. Et ça s'est fait au Centre culturel français ici à Dakar. Et c'est de là où tout est parti. Donc je pense que lui-même n'avait pas prévu, enfin les premiers temps en tout cas c'est ce qu'il disait, qu'il n'avait pas prévu que ces sculptures voyagent et traversent comme ça les océans et le monde. De la France au Japon, en passant par les États-Unis, les œuvres d'Ousmane Sow ont fait le tour du monde. Les photos sur les murs
retrace les 30 ans de carrière de l'artiste. Un saut dans l'inconnu qu'il immortalise dans sa sculpture qui orne l'épée qui lui a été remise lors de son intronisation à l'Académie des Beaux-Arts en 2013. Autant de sculptures et de souvenirs qui représentent l'œuvre d'une vie accessible au grand public sénégalais. En 2014, il avait rapatrié l'œuvre, l'intégralité de l'œuvre à Dakar. Elle aurait pu très bien continuer à faire sa vie en dehors, donc ça serait quand même dommage d'avoir entrepris autant de travaux et d'y mettre autant de volonté et de niaque pour installer cette œuvre sur le sol sénégalais et que les Sénégalais ne se l'approprient pas. Mais bon, après, voilà, chacun, avec le temps, de toute façon, on reçoit énormément d'écoles, beaucoup d'écoles, et je pense que bon, c'est aussi par cette génération-là que les choses vont changer. Moustapha Gabar Diop, vous rentrez de chez Ousmane Sow, qui était le premier kinésithérapeute du Sénégal. Comment est-ce que son premier métier a influencé son art? Je pense que c'est sa connaissance de l'anatomie humaine qu'il exprime à travers ses sculptures. Et ça se voit dans les formes, dans les muscles saillants des statues, et même les proportions des géants, parce qu'ils sont géants, mais ils restent proportionnés. Et je pense aussi que dans la justesse, et puis même certaines œuvres, on a l'impression qu'elles nous regardent et qu'elles sont vivantes. Et malheureusement, apparemment, avant de mourir, il travaillait sur un film d'animation où il voulait vraiment mettre ces statues en mouvement. Et je pense qu'on aurait vu aussi vraiment cette connaissance de l'anatomie s'exprimer un peu mieux. Une œuvre qu'on doit oublier ou peut-être le Little Big Horn d'Ousmane Sow, qui est une œuvre de 35 pièces, qui représente une grande bataille entre les Sioux et les General Custer, les Sioux, les Indiens, qui apparemment a été en exposition à Dakar en 99 sur la corniche, mais qui est trop grande pour être dans la maison. Ouais. Donc je pense que ce serait intéressant peut-être de trouver une installation, on pourrait la voir. Et c'est la pièce la plus marquante de l'œuvre d'Ousmane ou laquelle, laquelle de ces œuvres? Oui, il y a aussi les guerriers zoulous, les 7 guerriers zoulous qui ont battu le record pour une pièce d'un artiste africain. Je pense qu'elles sont vendues à 410 000 €, qui est vraiment un record, et qui montre les conquérants de l'Afrique du Sud, Chaka et ses guerriers. Je pense que celle-là aussi est assez imposante. Ben, il faudra l'acheter peut-être un jour. Quelle peut être la place de ce musée dans le patrimoine culturel sénégalais? Je pense qu'on a 30 ans d'histoire d'un artiste abouti qui sont concentrés dans une maison. Donc je pense que ça a une valeur touristique innommable, aussi bien aussi pour l'éducation. Et c'est quelqu'un qui a eu une première vie, qui a été kinésithérapeute, donc qui a eu 30 ans pour vraiment s'adonner entièrement à sa passion. Et je pense que dès qu'on arrive dans la maison, on est plongé dans cet univers. Et je conseille à tout le monde d'aller voir cette maison. Absolument, vous ne le direz pas deux fois. C'est une maison qui est visitée, la Villa Sphinx. Oui, elle est ouverte au public. Ouais. Et puis apparemment il y a beaucoup d'écoles aussi qui y vont pour éduquer les enfants sur l'art. Et je pense que c'est assez important parce que l'art africain d'habitude est assez anonyme. Là on a une griffe, on a une signature, on a une main. Et c'est vraiment l'authenticité qui ressort de cette maison, quoi. Merci Moustapha Gabar Diop pour cette caméra qui s'est promenée chez Ousmane Sow, Villa Sphinx. Cocorico, le coq vous salue. On ne pouvait pas y échapper après le hennissement du cheval, le miaulement du chat et l'aboiement du chien. Le coq, s'il plaît au Tout-Puissant, nous réveillera encore demain matin avec son chant unique. Son rôle important dans la basse-cour est connu, tout comme dans la perpétuation de l'espèce. Très prisé dans notre alimentation, le coq n'échappe pas à son destin. El Hadj Malick Cissé et Moustapha Fall signent ce soir le portrait que vous aimez, n'est-ce pas? C'est l'une des joies de la vie à la campagne quand on habite près d'un poulailler. Être réveillé dès les premières lueurs du jour par le puissant cocorico du coq. Il veut être le roi. Dès l'aube, il se réveille et au mieux de sa forme, n'a de cesse de rappeler à qui veut l'entendre et même à ceux qui ne le veulent pas qu'il est le boss. En face du centre culturel Blaise Senghor de Dakar, des vendeurs de coqs sont en pleine activité et ils sont à la recherche de clients.
am na 3500, am na 4000, am na 4500. Ça dépend, am na 3000. Vous savez, les prix varient entre 3000, 4000 et 4500 francs. À mon avis, le poulet du pays est meilleur. Les gens l'aiment bien. Ils ont le choix entre le poulet blanc ou rouge. Le coq est vraiment bon pour la santé, dixit le vétérinaire. Le coq est un animal qui produit de la viande blanche. La viande blanche, c'est une viande qui est riche en zinc, en vitamine B, surtout la vitamine B3. C'est une viande qui est goûteuse quand même, qui est très riche et qui est bon pour les muscles et pour les os. Bon, il est maintenant très bien utilisé dans le monde parce qu'elle contient peu de graisse. Et d'ailleurs, la graisse même qu'elle contient, c'est de la graisse qui est peu saturée. Donc, ça fait partie des viandes les plus utilisées actuellement au Sénégal, dans les cérémonies et tous les jours. Moi, je suis venu pour acheter le poulet. Bon, j'ai demandé au monsieur, il m'a dit le prix. Il m'a dit qu'un poulet coûte 2500. J'ai acheté un poulet et puis je lui ai demandé de me le découper aussi. J'ai acheté le poulet parce que la sauce que je veux faire, j'aimerais mettre le poulet dedans. C'est une sauce de chez moi, c'est tombo. Ça se fait avec les aubergines et puis le piment. Mais attention, le coq cache un côté peu appréciable. Elle peut entraîner ce qu'on appelle une intoxication alimentaire. Parce que la viande de coq peut être source de salmonellose ou bien de campylobactériose. C'est deux pathologies qui peuvent entraîner chez l'homme des diarrhées, etc. Et peuvent même causer la mort s'il n'est pas bien traité. Ouais. Il y a aussi ce qu'on appelle le phénomène d'antibiorésistance, la résistance aux antimicrobiens qu'elle peut entraîner, parce que généralement dans les élevages industriels de coq, on utilise beaucoup d'antibiotiques, ce qui peut entraîner la résistance de certains germes. Je ne vends que des poulets de chair, comme vous le voyez ici, et ça coûte 2500 francs. Il a enfin ses vertus dans la croyance populaire. Si certains le considèrent comme porte-bonheur, d'autres le prennent comme source de pouvoir. En Chine, le coq représente par exemple les 5 vertus cardinales. En France et en Portugal, le coq symbolise leur symbole, représente leur symbole. Chez nous, au Sénégal, dans les villages lointains ou dans certaines zones, un invité de marque, il faut qu'on tue un coq pour montrer son importance. Les charlatans également l'utilisent avec, tout le monde sait, un coq noir, ce que ça représente, ça chasse les mauvais esprits, le coq blanc, ça ouvre la voie, etc. Mais un coq rouge, généralement, souvent, on rencontre dans la rue des gens qu'on préconise de donner comme offrande des coqs. Certains oiseaux ne chantent pratiquement pas, mais d'autres préfèrent souvent exprimer leur talent vocal la nuit, comme pour dire tout simplement « n'est pas coq qui veut ». Bonsoir Malik, pourquoi le coq chante si fort le matin? Oui, Mamadou, le très coq, tôt. Oui, très tôt. Hein, le coq a ce qu'on appelle une horloge biologique interne très particulier et il nous renseigne sur le lever du jour. Le coq rappelle aux poules et surtout aux jeunes coqs qu'on devrait prendre sa place, que c'est lui le roi. Il est tout simplement le roi. Et à quel âge un poulet devient coq? On peut dire 5 jusqu'à 9 mois. 5 jusqu'à 9 mois. Ouais. Alors, il est omniprésent sur le plan sportif. Oui, oui, le fameux maillot des équipes nationales françaises depuis 1909. Oui. Justement, d'où vient le coq sur la tunique bleue? Oui, le coq est fièrement le maillot de l'équipe nationale de France. Hein. Le coq fait référence à la Gaule, ancien mot qui désignait la France. La Gaule vient du mot latus gallus, qui veut dire tout simplement coq. Oui. Cocorico? Cocorico. Et un matin du 31 mai 2002, le coq avait défié le lion. Mal lui en avait pris. Oui.
Le Sénégal face à la France. Effectivement. 1-0 en Coupe du Monde, en Corée du Sud. Le but de Pablo Diop. Et peut-être le portrait du roi de la forêt dimanche prochain. Tu as le courage de te frotter au lion? Oui, on verra. Inch'Allah. Très bien, rendez-vous dimanche prochain. Le coq ne veut pas être mangé ce soir. Bonne soirée et bon réveil demain. Le coq pour vous tirer du lit. C'est la fin de cette totale. Merci. Khalifa Diakhaté pour la rédaction en chef, Masmoup pour la réalisation et toute l'équipe qui m'a accompagné et qui m'a permis de réaliser ce magazine d'information. Merci. Excellente soirée.